analyse politique, et puis si vous avez fait aussi des sciences politiques, beaucoup de personnes vous voient certainement comme un politicien, mais ils savent pas aussi que vous êtes aussi un économiste. Hein. Voilà. Alors, donc avec vous, nous allons faire un peu donc le point donc de la situation sociopolitique donc en Côte d'Ivoire. Mais avant toute chose, comment vous vous portez, comment vous vous sentez aujourd'hui à Abidjan? Bon, la santé est bonne, le moral est bon. Tout dépend de la façon dont on s'entretient personnellement. Je crois que ce qui est important pour moi, c'est de faire fi de l'environnement autour de moi pour essayer de me concentrer sur les raisons pour lesquelles je suis rentré en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire ma famille et puis le pays en général. Bon, alors, hormis cela, bon, je suis toujours sans emploi après presque 2 ans. Et je rappelle que je suis rentré en Côte d'Ivoire le 10 juin 2011 avec un billet présidentiel. Bon, je n'ai toujours pas pu rencontrer le président de la République pour des raisons qu'on aura peut-être l'occasion d'évoquer. Mais ça fait quand même un peu bizarre. Et puis bon, pour l'instant, je donne des cours à titre privé. Mais sur le plan, bon, disons, de la politique, je suis, disons, au chômage, je peux m'exprimer comme ça. Alors, beaucoup d'Ivoiriens qui vous écoutent aujourd'hui seront très surpris. Hein. Vous avez dû au four et au moulin apporter un peu votre soutien au docteur Alassane Dramane Ouattara. Nous avons vu même, vous avez même présenté le programme de monsieur Alassane Dramane Ouattara. Vous êtes un titulaire donc d'un doctorat. Vous pouvez certainement à la disposition de la Côte d'Ivoire. Alors, qu'est-ce qui explique un peu, selon vous, hein, un peu ce retard ou bien peut-être le refus du chef de l'État de vous rencontrer? Bon, le problème, il est complexe, mais en même temps, il y a quelque chose d'inadmissible dans ce qui se passe en Côte d'Ivoire, dans la mesure où moi, depuis 2007, j'ai travaillé de façon bénévole pour le président de la République, à l'époque opposant, et lui seul sait exactement ce que j'ai fait pour lui, parce que beaucoup de gens m'ont vu ou m'ont entendu ou m'ont lu dans les journaux, mais ils n'ont jamais su exactement les types de collaboration que j'avais avec le président de la République à l'époque. Donc c'est lui seul qui sait exactement ce que je lui ai apporté comme information, comme analyse socio-économique et politique. Et donc c'est lui seul qui a décidé que je rentre en Côte d'Ivoire dès qu'il a été élu président. Un billet présidentiel. Bon. Je l'ai su plus tard que quand on a un billet présidentiel, on rentre en Côte d'Ivoire, on est accueilli à l'aéroport, on est logé, nourri jusqu'à ce que le président vous rencontre et bon, vous dise la raison pour laquelle il vous a fait entrer. Dans mon cas, je suis entré en Côte d'Ivoire. On m'avait donné le nom de chef de cabinet du président, de la présidence, qui était chargé de s'occuper de moi. À mon arrivée à Abidjan, il dit que lui n'a pas reçu d'instruction pour me donner autre chose qu'un billet d'avion. J'ai rencontré le secrétaire général de la présidence le même jour. Il m'a dit que normalement, dans un jour ou deux, on devrait me téléphoner pour que je puisse rencontrer le président. Bon, ça n'a pas eu lieu, malgré mes multiples essais de le rencontrer de nouveau. Il a toujours décliné mon téléphone. Bon, alors donc, vous savez, moi, la saga que j'ai eue à ce détour-là, j'ai accepté de travailler pour une amie qui avait demandé de l'aider. Et je me souviens très bien qu'à l'époque, j'avais même refusé d'être DGA, directeur général adjoint, parce que je lui avais dit que j'attendais un poste de la présidence. Par conséquent,
je ne voulais pas trop m'éloigner d'Abidjan. Bon, un mois après avoir accepté donc le poste de conseiller général, le conseiller spécial plutôt, le conseil d'administration m'a proposé d'être DGA, que j'ai accepté, et que cette nomination qui m'a été confirmée 3 mois plus tard. Malheureusement, bon, la collaboration n'a pas été ce que j'attendais, puisque Manu Militari, je l'ai déjà dit sur cette antenne, je le répète, des gens sont venus me dire, lorsque je partais au travail, que je n'avais plus le droit de rentrer dans mon bureau à décision de DG et du PCA, c'est-à-dire du président du conseil d'administration, sans l'accord, bien entendu, du conseil d'administration lui-même, puisqu'il ne s'était pas réuni pour décider de quoi que ce soit. Bon, alors, lorsque vous mettez le fusil à la tempe pour vous dire que vous ne pouvez pas entrer, ça pose problème. J'ai saisi le préfet de région, M. Noël Epono. J'ai saisi à l'époque le préfet de police, M. Sanogo, qui m'ont conseillé de m'adresser au ministre de tutelle, le ministre du tourisme à l'époque, M. Ake Achumou. 3 mois se sont passés sans qu'ils puissent régler le problème. Pendant ces 3 mois-là, j'étais à l'extérieur donc de mon bureau, à l'extérieur de mon appartement. Je me suis débrouillé tout seul. Et finalement, le ministre a dit que lui, c'est une affaire politique, qu'il ne voulait pas s'en mêler. C'est quand même curieux pour un ministre de prendre cette décision. Alors, finalement, je me suis retrouvé à Abidjan, je suis à Abidjan, sans que le conseil d'administration puisse m'entendre sur quoi que ce soit. Et jusqu'à présent, on me doit à peu près 45 millions en salaire qui ne sont pas payés. Et j'ai beau saisir les autorités, j'ai beau demander une audience auprès du président en bonne et due forme à la présidence depuis plusieurs mois. Bon, il n'y a plus pas de suite. Alors quand c'est comme ça, on fait comment Docteur Yuha. Alors, ou bien on retourne en Chine ou en France ou au Canada ou aux États-Unis, ou bien on aime son pays et puis bon, on reste et puis bon, on se dit bon, on peut se vivre. Mais ce qui est important, c'est que j'aimerais dire à tout le monde, ceux qui écoutent actuellement, que je suis un combattant, et que un combattant pour la liberté, et que je n'aime pas baisser les bras pour dire que bon, c'est fini. Non, moi, mon salaire qui est dû sera payé. D'une façon ou d'une autre. J'ai saisi des avocats qui m'ont dit, c'est un problème politique. Nous, on ne se mêle pas des affaires de cette nature-là parce que la DG soutenue par les autorités politiques, etc. Bon. Donc, politiser un problème de travail. Docteur Yuha, est-ce que vous... Oui, d'accord. Alors, bon, là, on comprend exactement ce que vous êtes en train de dire, Mme Malika Condé, qui est donc sponsorisée par Mme Alassane Dramane Ouattara. Alors, certaines personnes, je vous permets certainement donc de répondre à cette question, disent que vous n'êtes pas en ce moment peut-être, soit vous n'avez pas une très bonne relation aux côtés donc de M. Alassane Dramane Ouattara, ou bien le fait que vous soyez un peu donc du Sud, cela ne vous ouvre pas un peu les portes. Je sais que c'est un débat que vous n'avez jamais voulu engager. Je sais que entre vous et moi, hors antenne, nous avons eu ce débat, et j'avais attiré votre attention si ce que je craignais par rapport un peu à la gestion de M. Ouattara quand il sera élu, avec un peu, puis j'allais dire un peu l'hégémonie de ses parents du Nord. Vous avez attiré mon attention pour me dire non, M. Ouattara n'est pas ce genre de personne, que quand il viendra, ça sera une Côte d'Ivoire pour tous les Ivoiriens. Aujourd'hui, est-ce que vous maintenez un peu vous maintenez un peu votre optimisme que vous avez eu, ou bien vous commencez certainement à vous lancer un peu, à rentrer un peu dans le cas de ceux qui sont un peu sceptiques? Bon, d'abord, concernant Mme Ouattara, il y a le PCA qui a raconté un peu partout, évidemment, je n'étais pas là pour pouvoir me défendre, que j'ai déclaré quelque part, je ne sais pas où, parce que c'est un mensonge, que j'ai dit que Mme Condé détournait l'argent de ce dépôt-là au profit de Mme Ouattara. Je voudrais profiter de cette antenne pour dire que jamais, au grand jamais de ma vie, j'ai pu dire une chose pareille. D'abord parce que Mme Ouattara n'a pas besoin de l'argent de l'hôtel président pour vivre. Je ne la connais pas personnellement, mais quand même, je sais que
elle a d'autres moyens de survie ou de vie que l'argent de ce dépôt lac. Bon, ça, Mme Ouattara, je n'ai jamais eu de problème avec elle. Maintenant, concernant le président de la République, moi je me dis que quelqu'un avec qui je parlais au téléphone, avant qu'il ne soit président, quelqu'un qui me disait tout le temps que il faudrait pas que je rentre pour la campagne électorale parce que il y a des fous qui peuvent m'attaquer et que ma sécurité n'était pas garantie. Cette même personne ne peut pas me demander il faut pouvoir de rentrer et puis ne pas assurer ma sécurité, ne pas savoir ce que je deviens. Ce que je suis par contre, c'est que l'entourage, je ne vais pas citer de nom, l'entourage du président a juré que moi je ne serai jamais aux côtés du président parce que je ne suis pas un RDR de Serail. Bon. Et même à tout là où je travaillais, j'ai vu qu'on congédiait, je l'ai déjà dit à cette antenne, qu'on congédiait des vacants au profit des gens qui entraient à gogo et qui portaient des noms à connotation nordique. Et le PCA lui-même a dit clairement qu'il avait une liste du parti devant lui et que c'est à partir de cette liste qu'il faisait de nouvelles nominations. Bon, donc il est très clair pour moi que actuellement, ce que l'on qualifie de politique de rattrapage est une réalité qui agace même les Ivoiriens et même des amis qui sont de Nordiques qui sont agacés par ce phénomène-là, parce que c'est trop flagrant. C'est trop flagrant. On ne peut pas construire un pays à long terme en pensant que on peut mettre les gens uniquement s'attribuer au pouvoir et que bon, cela va garantir la pérennité de la démocratie. C'est pas vrai. On est en train de bâtir, on est en train de mettre actuellement en place en Côte d'Ivoire les bases d'une future conflagration sociale. Ça, c'est évident, c'est très clair. Tout le monde parle de ça actuellement en Côte d'Ivoire parce que c'est désespérant de voir ce genre de nomination-là, bon, en pensant que c'est comme ça qu'on va garder le pouvoir. Je ne crois pas. Bon, le président lui-même, j'avoue que les conversations que j'ai eues avec lui avant qu'il ne soit au pouvoir m'ont amené à comprendre que c'était un homme qui était sensible à des problèmes personnels. Par exemple, chaque fois qu'il me téléphonait, il demandait des nouvelles de ma mère. Bon, malheureusement, ma mère est décédée 3 mois après que j'ai perdu mon emploi. Elle est morte de crise cardiaque, etc. Parce que, bon, elle n'a pas supporté que son fils ne soit pas nommé en parenthèse par le président Ouattara, qu'elle a supporté au prix même d'être isolée dans sa propre famille. Ma mère, qui a été PDCI depuis toute sa vie, elle a viré RDR quand je lui ai dit que j'étais pour le président, pour Alassane Ouattara, à l'époque candidat. Elle a viré RDR et tout le monde l'a isolée. Elle est morte de peine parce que j'avais perdu mon emploi. Je n'étais même plus capable d'assurer sa pitance. Bon, ça c'est un problème qui paraît personnel, mais j'en parle parce que ce n'est pas personnel, c'est un problème politique. À partir du moment où on m'empêche d'aller à mon travail, même militaire, parce que je suis un Akan, bien je ne peux pas dire que ça c'est pas un problème politique. Bon, mais moi je suis un homme patient. Parce que je me suis dit, tant que je n'ai pas vu le président de la République, je ne peux pas dire qu'il est responsable de ça. Parce que je suis enfin, à un certain moment, qu'on lui disait constamment que moi je suis arrivé, je n'ai pas été patient et que je suis retourné au Canada. Bon, mais je suis là, je suis pas retourné au Canada. J'ai été au Canada pendant les fêtes de Pâques parce que ma fille venait d'accoucher. Mes enfants travaillent tous les deux, ils sont capables d'assurer ma survie au Canada. Moi-même, j'ai une pension de retraite. C'est avec ça que je survis ici en Côte d'Ivoire. Mais je n'ai pas de salaire permanent de quoi que ce soit. Bon. Et je sais aussi que, à titre personnel, j'ai contribué pour le président, non pas pour avoir une récompense plus tard, mais parce que j'étais convaincu que c'était le meilleur candidat. Et aujourd'hui encore, je suis convaincu que j'ai fait le bon choix à l'époque. Mais ce que je constate, c'est que les résultats ne sont pas là. Les résultats ne sont pas là parce que il y a une mauvaise orientation de la politique, ou du moins au niveau économique, qui ne vont pas dans le sens de la création de l'emploi.
Alors à ce moment-là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et l'autre volet du problème en Côte d'Ivoire, ce n'est pas uniquement au niveau de la présidence, au niveau du pouvoir. C'est vrai que le pouvoir ne donne pas les fruits d'un gouvernement compétent. Ça, c'est évident. Mais l'opposition également ne joue pas le jeu démocratique qui consiste à informer la population de ce qui se passe et de ce qu'on devrait faire. L'opposition joue juste un jeu de pouvoir, de contre-pouvoir pour le pouvoir, pour prendre le pouvoir, sans nécessairement défendre les intérêts de la population. Alors quand je vois des partis politiques donc d'opposition qui cherchent juste le pouvoir, qui cherchent qu'on les finance pour leur intérêt personnel, je pense qu'il y a désespéré un peu de la situation parce que ni le gouvernement ni l'opposition ne jouent un rôle démocratique tel qu'on l'entend dans les pays industrialisés. Alors, Dr. Ayuya, nous allons rentrer pratiquement de pied dans notre thème de ce soir. Il s'agit donc ça fait 2 années que M. Alassane Dramane Ouattara est donc à la tête du pays, jour pour jour. Il préside donc, si vous voulez, aux destinées donc de la Côte d'Ivoire. Dès sa prise de fonction, M. Alassane Dramane Ouattara, j'avais dit conscient un peu de l'ampleur donc de la tâche qu'il attendait et pour avoir hérité d'un État, j'allais dire, dans une situation assez difficile, avait clairement défini ses priorités. Il s'agissait donc de la réconciliation, de la sécurité, et puis de la reconstruction et de la croissance. Alors, 2 années après, quel bilan vous pouvez certainement un peu tirer un peu de ces 2 années de M. Alassane Dramane Ouattara, votre analyse personnelle en tant que non seulement économiste, mais aussi, j'allais dire, politicien? Bon, d'abord sur le plan de la sécurité, il faut être clair, il y a eu beaucoup d'améliorations. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on peut se promener relativement le soir sans crainte pour sa sécurité. Bon, on entend parler beaucoup de braquages très isolés. Mais de façon générale, le climat sécuritaire s'est beaucoup amélioré. Bon, ça, je pense que c'est une très très bonne chose. Là où le bas blesse, c'est au niveau de l'économie. Au niveau de l'économie, le problème c'est que on met l'accent exclusivement sur la croissance quantitative, c'est-à-dire ce qu'on produit. Mais on ne met pas l'accent sur la qualité de ce que l'on produit. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que on continue toujours à croire qu'en produisant du levia, du cacao, du café, en quantité importante, donc qui croît de façon importante à 8, 9, 10% par année, on va créer des emplois. On sait très bien que c'est pas possible, c'est pas comme ça qu'on crée des emplois, c'est pas avec une économie de rente qu'on crée des emplois. Au contraire, il faut industrialiser le pays. Les pays qui sont les modèles actuellement, le Brésil, le Mexique, l'Afrique du Sud, les pays comme les BRICS, comme on les appelle, les pays dits émergents, mais ils sont émergents parce qu'ils ont émergé du reste du tiers-monde en s'industrialisant. L'industrialisation, ça consiste à faire quoi? À manufacturer les biens que nous consommons aujourd'hui dans les maisons et dans les bureaux. Les assiettes, les fourchettes, les réfrigérateurs, les ordinateurs, les trombones, tout ce qu'on achète, on importe, et qu'on trouve dans les boutiques de Libanais, les quincailleries et tout ça, c'est ce qu'on devrait manufacturer chez nous. Et cette politique-là n'est pas en place. On n'a pas cette vision d'industrialisation. Et tout ce qu'on fait actuellement, c'est quoi? Aller chercher des financements. Et dès lors qu'on a l'argent, on ne sait même pas quoi faire avec ça. On veut faire des infrastructures routières et tout ça. Bon, on fait des efforts, mais ça n'avance pas à un pas assez important. Et puis de toutes les façons, on ne peut pas créer des emplois dans les pays du tiers-monde par les infrastructures parce que les matériaux de construction, les fils électriques, les fils de cuivre et tout ça, l'acier, sont importés. Dans les pays occidentaux, quand on veut créer des emplois, on fait des infrastructures parce que les matériaux de construction sont des produits locaux. Nous importons ces produits-là.
Donc, par les infrastructures, on ne crée pas d'emplois. Et j'ai écrit dans les journaux, dans Fraternité Matin et dans Le Patriote, des articles pour aller dans le sens de l'industrialisation du pays. Bon, mais ça ne se fait pas. Tant que ça ne se fait pas faire, on ne peut pas créer des emplois. Et une autre chose que j'ai constatée, c'est que la crise économique que nous vivons en Côte d'Ivoire date de au moins 2 décennies à peu près. Bon, on peut dire depuis le coup d'État contre Bédié en 1999. Et la jeune population est habituée à être au chômage. Les gens n'ont pas vu d'autre chose que ça. Il faut venir de l'extérieur comme moi pour constater que la situation n'est pas normale. Sinon, les jeunes qui sont au chômage, ils trouvent que c'est normal. Hein. Les gens qui font des cabines téléphoniques, ils ont des masters en droit, ils ont des maîtrises en économie, ils ont des diplômes universitaires. Vous les voyez, vous ne pensez même pas qu'ils sont diplômés. Bon, moi, ça me déçoit énormément. Or, c'est des jeunes que je côtoie, parce que j'enseigne dans une université privée, à titre vacataire. Ils sont des jeunes très intelligents, avides de faire beaucoup de choses. Et chaque fois que je les rencontre pour discuter, on essaie de mettre en place un certain nombre de réseaux pour jouer un petit peu à la bourse de façon électronique, parce que bon, j'enseigne l'économie monétaire et financière. Donc voilà, j'essaie de les habituer à jouer, à travailler pour eux-mêmes à partir des ordinateurs. Mais on ne peut pas faire ça pour tout le monde, et puis de toute façon, pour 5-6 emplois, c'est pas grand-chose. Mais de manière globale, le sentiment de la société, c'est un sentiment de résignation, et puis je dirais, bon, d'échec déjà programmé. Ce que moi je dis, c'est qu'après 2 ans et demi, le résultat n'est pas là. Il reste encore 2 ans et demi au président. Moi, je suis toujours confiant, ou du moins, je me dis que c'est toujours possible de se rattraper. C'est toujours possible pour le président actuel de reconnaître ses erreurs et de changer d'axe. Les erreurs du président, c'est quoi? Premièrement, c'est le gouvernement. On a un gouvernement, je l'ai répété plusieurs fois, qui est formé de 2 types de politiciens. Il y a les cadres du RDR, qui étaient membres du bureau politique du RDR, du secrétaire général jusqu'au secrétaire général adjoint, le 8e, ils sont tous ministres. C'est-à-dire, pas un seul n'est pas ministre. Les autres sont devenus ambassadeurs. Bon. Et comme le RDR est en association avec le RHDP, le président Bédié nomme aussi cette personne au gouvernement. Et il les prend où? Bédié les prend dans des gens qui sont proches de lui, bien entendu, majoritairement Lacan, Baoulé, et même, d'une certaine façon, parenté à lui. Donc on a un gouvernement des récompenses en termes militants. Bon. Et quand c'est ainsi, quand on nomme des gens sur la base du militantisme, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait des résultats parce que ce n'est pas forcément des gens compétents. Et à un point tel que le gouvernement est devenu la risée, parce qu'il y a des ministres dont je ne parlerai pas de nom, mais qui sont devenus la risée de tout le monde en Côte d'Ivoire. On les voit à la télévision, on se moque d'eux pour leur français, pour leur incompétence et pour leur maintien au gouvernement. Bon, alors donc ça c'est le premier problème. Et le deuxième problème, c'est qu'il y a une mentalité de certaines personnes d'impunité, comme quoi c'est leur tour d'être au pouvoir. C'est leur tour. Et la corruption a atteint un niveau tel que c'est devenu insolent. Vous comprenez? C'est devenu insolent. Alors, ce qui fait que c'est gênant. C'est gênant même de voir des gens qui détournent les fonds carrément et en toute impunité. Et parce que c'est leur tour. Et c'est pour ça que je dis que la politique de nomination, ce que les gens appellent communément le rattrapage, bon, ce terme-là est très connu. La source est contestée parce que on l'attribue au président de la République qui a dit qu'il a été mal cité. C'est pas ça qu'il voulait dire. Mais n'empêche que, de manière sociale, c'est le thème que les gens
les gens parlent de cette nomination à tout vent pour des noms à connotation nordique. Bon, et ça mine la société. Et il y a un sentiment vraiment de résignation, de révolte latente. Et c'est ça qui me fait peur. Tout le monde sent qu'il va se passer quelque chose, on ne sait pas exactement quoi. Et c'est là où il y a le problème. Bon, mais moi je crois que le président Ouattara, c'est ce que je souhaite en tout cas, qu'il comprenne que si la première partie de son mandat, ça se constituait à récompenser des militants, il faudrait que la deuxième moitié, il se rende compte que la population a besoin de stabilité, la population a besoin de travail, donc il cherche des cadres qui ne sont pas politiquement matés, qui sont matés, mais qui sont reconnus pour leurs compétences, ou qui essaient de nouvelles personnes. Moi, je suis venu en Côte d'Ivoire. J'ai fait mes preuves quand même comme conseiller au gouvernement du Canada. J'ai fait mes preuves comme enseignant. Bon, comment ça se fait que je sois au chômage? Quelqu'un qui est venu avec un billet présidentiel soit au chômage dans un contexte où on dit qu'on a besoin de cadres. Il y a un problème. Docteur Ayua, alors vous êtes un enseignant, vous avez enseigné dans des universités et travaillé pour le gouvernement canadien, vous êtes rentré. Alors pourquoi vous ne mettez pas complètement du côté de l'enseignement, soit peut-être rentrer en contact avec Mme Kandia Camara afin que vous puissiez certainement apporter votre assistance à cette dame. À notre connaissance, il paraît que l'idée avait émergé, mais que Mme Kandia Camara aurait refusé de vous rencontrer. Est-ce que vous pouvez corroborer ces dires? Bon, c'est une affaire un peu complexe, parce que, vous savez, Mme Kandia Camara, je l'ai rencontrée plusieurs fois à une cérémonie, c'est une amie personnelle, c'est l'amie d'un ami personnel. Bon, je vais vous dire la vérité. Quand je suis arrivé, après avoir attendu plusieurs mois, j'ai rencontré une autorité à la présidence, une voix très autorisée. Il m'a dit qu'il a parlé au président depuis que je suis arrivé et que le président lui avait dit que je devais remplacer Kandia Camara à l'éducation nationale. Et il m'a même demandé de préparer une réforme de l'éducation nationale, chose que j'ai faite à la maison à temps perdu. Et Kandia Camara était censé entrer en contact avec moi, c'est ce qu'on m'a dit. On lui avait donné mon numéro et on m'a donné aussi le numéro de Madame la ministre pour que je puisse. On s'est appelé, mais attendez, il dit, mais c'est pas comme ça que les choses doivent se passer. Lorsque le président de la République veut nommer quelqu'un au gouvernement, c'est lui qui le fait. Ce n'est pas à quelqu'un d'autre comme moi qui doit appeler Mme Kandia Camara pour dire, je vais venir travailler avec vous parce que on voudrait que je prenne votre place. Moi, je ne vais pas faire ça, moi. Et puis, elle non plus ne peut pas accepter cette méthode de travail, de fonctionnement. Si on veut la nommer, je pense qu'elle est assez responsable pour dire que si on la nomme ambassadrice quelque part à l'UNESCO, comme j'avais entendu dire que c'était là où on voulait l'emmener, je ne pense pas qu'elle puisse dire au président, je ne veux pas y aller. Bon. Donc, ni elle ni moi ne sommes fautifs. C'est plutôt des gens qui ont fait miroiter ce genre de situation, qui n'ont pas pris leur responsabilité et qui m'ont peut-être tourné en bateau, là, pour me mener en bateau pour que je puisse pour me brouiller, pour que je me brouille avec les gens. Bon, maintenant, Mme Kandia Camara, je la croise occasionnellement, on se salue, mais je ne peux pas aller la voir pour dire je vais travailler avec les gens. Vous savez, un des problèmes que j'ai, c'est que j'ai rencontré beaucoup de ministres, parce que je les connais tous. Pour travailler avec eux, et tous ils me disent la même chose. Ah, vous êtes l'homme du président, on peut pas vous engager parce que le président va dire non, etc. Sinon, j'ai rencontré beaucoup de ministres que je connais. Voilà un des problèmes. Et je peux vous dire que vous avez posé la question sur la réconciliation. Quand je suis arrivé, j'ai rencontré le Premier ministre Bani, avant qu'il ne soit qu'il nomme ses commissaires.
Pendant 1h30, je suis reçu en audience. Je lui ai fait comprendre, je lui ai montré je lui ai expliqué ma vision de la réconciliation nationale. Et à un point tel qu'il m'a mis sur la liste des commissaires, les 9 commissaires. Et c'est à la présidence qu'on a enlevé mon nom pour dire que non, ce monsieur-là, c'est le président qui l'a fait venir, il a quelque chose pour lui, alors il ne faudrait pas qu'il soit nommé commissaire. Et le Premier ministre Bani a dit, on m'a donné le feu vert de prendre qui je veux. Alors, moi je le prends. Ça a pris 2 jours de discussion. Pour ceux qui ont suivi l'actualité, ils doivent se souvenir que pendant 2 jours, Bani était à la présidence pour discuter des commissaires, des noms des commissaires, parce que mon cas était un cas de litige. On m'a même convoqué à la présidence pour que je puisse participer à la réunion où les commissaires devaient être montrés officiellement. Et c'est dans l'antichambre de la présidence que j'ai appris que mon nom était enlevé, alors que j'étais sur la liste. Et je suis encore au chômage. Et je voulais rappeler peut-être pour terminer que en 2008, M. Choi, alors représentant spécial de secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire, il a dépêché M. Kulik, un de ses conseillers, à Québec, pour me demander de rentrer travailler avec lui à Abidjan ici, comme son second. Et à l'époque, comme j'étais en contact avec le président Ouattara, il n'était pas encore président, je lui ai demandé sa permission d'abord, parce que ma parole vaut de l'or. Quand je dis au président que je vais travailler avec lui, pour moi c'est important. J'ai demandé son avis. Est-ce que il est d'avis, il voudrait que je travaille avec M. Choi, ou le fait qu'il m'ait confirmé, il m'a dit plutôt qu'il voulait que je travaille avec lui pendant la campagne, est-ce qu'il pense que c'est ça qui prime? Il m'a dit non, je veux travailler avec vous, donc laissez tomber cette affaire de M. Choi. Donc je veux vous dire qu'aujourd'hui, que j'ai craché sur un poste aussi important, le second de M. Choi, par fidélité, par loyauté au président Ouattara, et aujourd'hui, on me paye à mon aide de singe. Vous comprenez? Bon, alors, tout ça, c'est des frustrations que j'endure, mais de façon philosophique. Vous savez, chacun mène son petit bonhomme de chemin. Et je me suis dit que, étant de philosophie bouddhiste, je me dis, chaque chose a un sens. Peut-être que si j'avais accepté ce poste, je serais peut-être mort, j'aurais eu un accident de circulation, on ne sait jamais. Donc, je pense avec beaucoup de philosophie. Mais en même temps, c'est la frustration parce que quand on fait du bien, quand on est loyal, on se fait remercier de cette façon-là, c'est pas juste. Vous savez, le président a reçu Alpha Blondy 2 fois en audience. Il n'a jamais été reçu. Alpha Blondy, vous vous souvenez, il avait traité le président de tous les noms dans les journaux. C'est moi qui ai défendu le président, dans les journaux également. C'est moi qui l'ai défendu. Et quand je vois Alpha Blondy à la présidence de la République en audience, et que moi, on me refuse de voir le président, quelque part, il faut être vraiment un surhumain pour ne pas être révolté. Mais, encore une fois, il faut garder la tête froide. Et puis, bon, je me dis, tant que je n'ai pas vu le président, je ne dirais pas que c'est lui qui est responsable. Moi, je suis fonctionné comme ça. Bon, n'empêche que, de 2 choses l'une, où je travaille avec le gouvernement, parce que je peux donner une contribution, où je travaille avec l'opposition, parce que dans les 2 cas, on peut travailler pour la population. Alors, moi, je suis arrivé au point où, à un moment donné, je devrais décider. Parce que, vous savez, l'opposition me courtise, hein, je ne dis pas qu'elle est partie politique, mais on me courtise pour travailler avec eux. Je dis, c'est le président qui m'a fait venir. Oui. Donc, tant que je ne l'ai pas vu, je ne peux pas dire qu'il n'a pas besoin de moi. Mais en même temps, il doit savoir que je suis là, sinon on n'a pas de bons services de renseignement. Je suis à Abidjan, j'enseigne à Abidjan, je suis partout, j'écris dans les journaux, je participe à des activités parapolitiques, je rencontre les ministres, les gens me saluent, tout le monde me félicite en disant que j'ai écrit un grand intellectuel, etc. Mais ce sont ces mêmes personnes qui vont après dire au président que oui, il n'est pas là, il est parti, il est retourné au Canada, ou je ne sais pas quoi.
Et tout le monde dit partout que voilà, on a peur de Dr UA parce que si on l'engage, il n'a pas notre place. Depuis quand quelqu'un qui n'est pas nommé prend la place de quelqu'un d'autre? Le coup d'État, ça ne se fait au niveau du sommet de l'État. On ne fait pas des coups d'État à un DG, on ne fait pas un coup d'État à un ministre. C'est cette mentalité-là qui fait que, bon, on reste toujours dans une situation de cercle vicieux dans le tiers-monde parce que quand on dit que quelqu'un est compétent, qu'il est intellectuel, normalement on a besoin de lui. Et sinon, ce n'est pas le cas. Et il y a une chose, pour terminer, quelque chose qui me fait accrocher, qui me fait dire que je ne peux pas laisser tomber cette affaire aussi facilement, c'est que ma mère est décédée dans des conditions dramatiques pour des raisons politiques. Parce que si je n'avais pas perdu mon emploi, ma mère serait encore vivante. Je peux vous dire que quand j'ai perdu mon emploi, les 3 mois suivants, je n'ai même pas envoyé un franc à ma mère parce que c'était tellement inattendu qu'à la fin du mois d'avril 2011, quand on m'a empêché de aller à mon bureau, à la fin du mois d'avril, on devait me payer. On ne m'a même pas payé même pour le mois d'avril. Le conseil d'administration qui m'a nommé officiellement en mars, après 3 mois d'intérim, n'a jamais entendu parce que c'est le président du conseil d'administration qui fait l'ordre du jour. Et comme lui, il ne veut pas me mettre à l'ordre du jour de la discussion, mais j'avais pu passer devant le conseil d'administration pour me défendre. Pour expliquer qu'on m'a empêché de travailler le fusil à la tempe. Vous comprenez? Le fusil à la tempe, on m'empêchait même d'entrer dans l'hôtel président en tant que citoyen ivoirien, citoyen tout court même, pour aller prendre un café. Ils ont donné la consigne à tous les employés. Vous pouvez aller à l'hôtel président, ils vont vous le dire. Les gens me téléphonent pour me donner leur soutien. Ils disent, Dr UA, ses amis et sa famille sont interdits d'entrer dans l'hôtel président. Pourquoi? Pour quelque raison que ce soit. Quand c'est une entreprise publique, comment on peut empêcher un citoyen d'aller prendre un café? Parce que Mme Condé et le PCA ont décidé que je ne devais pas y aller. Vous savez, moi, je dis souvent aux gens, et ça, il faut que les gens très au sérieux. Et moi, je suis un djihadiste, par l'âme. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je n'ai pas peur de la mort. Et le jour où je déciderai de régler les problèmes moi-même, c'est qu'à ce moment-là, je ne partirai pas tout seul. Je sais qu'on peut me tuer, mais je ne mourrai pas tout seul. Je vais entraîner d'autres personnes aussi dans la mort avec moi. Ce que je dis, c'est très grave, c'est une menace quasiment que j'ai fait. C'est pour dire que pendant Condé et M. Adama Dosso, qui croient qu'ils m'ont mis à l'écart, il ne faut pas qu'ils dorment tranquillement comme ça facilement. Parce que quand le jour où je vais péter les plombs, là, ça va chauffer dans ce pays. Ça, je le dis carrément parce que je ne suis pas quelqu'un qui a peur de la mort, qui va dire, oh, on dit, c'est pas ça. Actuellement, je ne parle même pas à ma soeur, ni à mes neveux, ni à mes nièces. Je suis dans un studio isolé. Pourquoi? Parce qu'ils me disent de ne pas faire la politique. La politique, c'est un virus. Quand tu l'as jusqu'à la mort. Il ne peut pas ne pas faire la politique. Parce que c'est dans la politique qu'on règle les problèmes sociaux. Je suis une personne engagée. Mon père est mort dans une ambulance parce que dans l'ambulance, il n'y avait pas d'essence pour l'amener à l'hôpital. Vous comprenez ça? Ma mère est morte à la maison parce que son fils a été congédié. Il n'avait plus d'argent pour lui donner de l'argent pour aller à l'hôpital. Et je me suis endetté pour faire les funérailles de ma mère. Bon, alors tout ça, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que moi, je suis une personne politique. Si je veux travailler, je suis rentré dans mon pays, j'ai quitté le Canada où je suis dans l'or. Les gens qui écrivent dans les journaux que oui, docteur Ia, là, il va là où se trouve l'argent. Je n'ai jamais eu d'argent de qui que ce soit. Je travaillais pour Babo pendant que j'étais exilé, il ne m'a pas donné un sou. Je travaillais pour Alassane Ouattara depuis 2007, je n'ai pas reçu un seul dollar. Il y en a qui pensent que j'avais des enveloppes. Je n'ai pas d'enveloppe. J'ai perdu notre emploi à cause de la politique. Je suis entré dans mon pays, je suis au chômage pour des raisons ethniques. Je veux retourner au Canada, les gens me disent pourquoi tu retournes pas au Canada? Je dis mais je veux retourner au Canada, pourquoi? Mon pays c'est la Côte d'Ivoire. Le Canada c'est mon deuxième pays, d'accord. J'ai dit que j'ai fini de travailler pour moi-même. J'ai fini de travailler, mes enfants sont grands. Mon fils, il a 32 ans, il est ingénieur. Il a sa maison, il a tout. Ma fille a 30 ans. Elle vient d'accoucher de son deuxième bébé. Je suis grand-père 2 fois. Elle a son mari,
grosse maison, 2 voitures. Alors, je peux dire que je suis en paix. Je peux retourner au Canada, ils vont me nourrir, loger gratuitement, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas ça que je veux. Mon combat, c'est un combat politique. J'ai ça dans l'âme. Donc, c'est pour vous dire que actuellement, le pays, là, ça va mal sur le plan social. Ça va mal sur le plan social. Et je peux dire que les responsabilités sont partagées. Et il y a des conflits latents, et même entre le président et Soro, entre le RDR et le PDCI. Le clash est prévisible. Je l'ai déjà écrit dans les journaux que le clash est inévitable. Nous sommes dans un clash. On attend la confirmation de la Cour administrative des résultats locaux, des élections locales, pour voir ce qui va se passer au niveau, par exemple, du remaniement du gouvernement. Alors, oui, mais docteur Yua. Qui sont présidents. Oui, oui. Docteur Yua, aujourd'hui, on parle de près de 7 millions donc, de chômeurs, et pendant ce temps, des ex-combattants sont embauchés tous les jours. Hein. Les cadres comme vous qui ont la possibilité d'être embauchés ne sont pas du tout embauchés. Hein. Mais où va donc la Côte d'Ivoire, docteur Yua? Bon, vous savez, concernant les ex-combattants, actuellement, il n'y a plus de concours de police, il n'y a plus de concours de douane, il n'y a plus de concours de gendarmerie, parce qu'on les prend et on les parachute. C'est même pas, disons, de se cacher, c'est notoire. C'est quelque chose qui se vit, tout le monde sait. Il n'y a plus de concours à l'ENA, il n'y a plus de concours. Pourtant, il y a des générations, il y a des qu'on appelle des promotions qui sont fêtées chaque année. Mais on ne sait pas d'où viennent ces gens-là. Bon, mais on devine comment ils sont arrivés là. Bon, alors, ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire qu'on est en train de préparer la Côte d'Ivoire à quelque chose d'excessivement grave. Très grave, parce que vous ne pouvez pas mettre tout un pan de la population de côté en disant qu'on fait de rattrapage parce que les autres ne peuvent pas nommer. C'est complètement aberrant, parce qu'en Côte d'Ivoire, sincèrement, les Ivoiriens ne sont pas tribalistes à ce point-là. Bété, Akan, Dula, on a tous vécu ensemble. Et les nominations de Foboni, des autres qui l'ont succédé, ça se faisait selon la compétence, avec quelques touches ethniques, bien entendu, mais quand même, généralement, ça se passait bien. Au temps de Foboni, quand tu étais premier de classe, tu avais une bourse quotidienne étranger, c'était immédiat. Peu importe que ton père, ta mère, sous la compétence, tu avais une bourse. Aujourd'hui, il y a des bourses qui sont données par des pays étrangers. On n'a jamais su le nom de ces bourses-là et à qui on les attribue. Pourtant, si vous allez aux États-Unis, comme là où vous êtes, au Canada, j'étais là-bas, chaque année, il y a des étudiants boursiers qui arrivaient. Mais on ne sait pas comment ils sont arrivés. On ne sait pas comment ça a été attribué ces bourses-là. Bon. Alors, tout ça, ça veut dire qu'il manque de transparence. Il manque de transparence et c'est dommage qu'on soit arrivé à ce stade-ci, à ce stade de tribalisme au niveau de la fonction publique, parce qu'on est en train de creuser les fondements même d'une future confrontation sociale. Ça, c'est évident. Tout le monde le dit. Tout le monde le dit. Bon, les gens n'osent pas, enfin, quand je dis le tout bas. On aura la possibilité d'avoir une autre fois pour entrer dans les détails, peut-être au moins sur 2 ou 3 semaines. Mais je vais permettre à M. Mathieu Boisbré, certainement, de vous poser 1 ou 2 questions et puis prendre au moins 2 ou 3 réactions et puis vous avoir peut-être une autre fois. Alors, M. Mathieu Boisbré, vous êtes en ligne. Allez-y pour vos questions pour le docteur Junior. Oui, merci Jacques. Vraiment, docteur Ayua, bonsoir. Je suis vraiment ravi de vous entendre, de vous retrouver encore sur cette radio ce soir. Oui, salut M. Boisbré, oui. Oui, bonsoir. Vraiment, à travers tout ce que vous êtes en train de dire, ça me fait, j'ai vraiment de la peine, c'est de la peine que je ressens, surtout quand je me rappelle que vous vous êtes battu ici dans la diaspora. Vraiment bec et ongle pour défendre le président, enfin votre candidat, le candidat du RDR, et que vous vous retrouvez en Côte d'Ivoire au moment où vous devriez très naturellement bénéficier du combat que vous avez mené. Vous vous retrouvez comme nous autres
aujourd'hui encore sur le carreau. Vraiment, très franchement, j'ai de la peine à vous entendre dire tout ce que vous êtes en train de ressentir. Mais en même temps, tout à l'heure, quand vous étiez en train de parler de votre situation personnelle, vous avez fait allusion à la manière dont l'administration, de façon générale, est gérée. Vous êtes en train de fustiger ce que nous autres, nous sommes en train de vivre, de dénoncer depuis le 11 avril 2011 la politique de rattrapage. Vous avez même dit que on congédié les ACAN au motif qu'ils ne sont pas des nordistes. Personnellement, vous n'étiez pas, on vous regardait d'un mauvais œil parce que vous n'êtes pas un RDR de Sérail. Mais en même temps, vous dites que tant que vous n'avez pas encore rencontré le président de la République, vous ne pouvez pas dire qu'il en est responsable. Alors, pour utiliser votre terme, vous-même, vous avez parlé, quelque part, je vous ai lu, vous avez parlé d'imputabilité constitutionnelle. Alors, est-ce que tout ce qui se passe aujourd'hui, vous ne pouvez pas arriver à avoir assez de courage pour dire que tout cela est effectivement imputable au président Ouattara pour lequel vous vous êtes battu? Ah non, vous avez parfaitement raison. Le président est imputable de tout. Le président, il a des responsabilités constitutionnelles, des responsabilités politiques, des responsabilités morales. Il est imputable de tout. Ce que j'ai dit, en ce qui me concerne personnellement, avant de m'étaler en conférence de presse pour dire, voilà, le président n'a pas voulu me recevoir, etc., je n'étais pas franchi de ce Rubicon-là. Tant que je n'aurais pas de preuves que lui-même, il a décidé de ne pas me rencontrer. C'est juste ça que j'ai dit. En fait, c'est une façon, mais je ne dis pas qu'il n'est pas responsable, parce que quand quelqu'un qui dit, écoutez, faites-le venir, il doit au moins se renseigner pour savoir où il est. Il doit avoir des services de renseignement qui doivent lui dire, écoutez, docteur Ayuet est quelque part ici, mais il n'arrive pas à vous rencontrer. Il a fait une demande d'audience 2 fois à la présidence, je l'ai reçu. Mais quand on fait une demande d'audience, il me semble quand même que ça doit être acheminé jusqu'au président. Bon, si quelqu'un bloque ça en cours de chemin, c'est que vraiment il se donne du pouvoir qu'il n'a pas. Donc le président est imputable, ça c'est clair, de tout ce qui se passe. Mais c'est dans mon cas personnel que je n'ose pas, parce que, vous savez, je sais que les gens sont tellement méchants que je suis capable de tout. Et le président ayant cette responsabilité, je pense pas qu'il passe son temps à se demander où je suis. Bon, mais ce que je dis simplement, c'est que je vous donne raison. Je vous donne raison que ceux qui étaient dans l'opposition, ceux qui avaient d'autres candidats que le président Ouattara, évidemment, ils étaient en droit d'être dans l'opposition dès que le président Ouattara est arrivé au pouvoir, donc de faire leur travail d'opposant, ça c'est clair. Mais moi, j'étais du côté du pouvoir, donc je faisais mon travail de quelqu'un qui est au pouvoir en disant, je suis venu pour travailler avec le président. Et je suis encore dans cette mentalité-là de dire que je dois travailler avec le président parce que j'ai des idées pour que le pays fonctionne. Mais si à un moment donné, je me rends compte que c'est peine perdue et que je ne peux pas le faire, mais je vais faire mon travail dans l'opposition, ça c'est évident. Parce que moi, je suis un homme, une personnalité politique. Je suis né pour faire la politique. Je vais mourir dans la politique avec peut-être un couteau dans le dos ou un fusil dans le dos, je ne sais pas, mais je suis préparé à ça. Mais ce que je donne comme signal, en fait, à ceux qui nous écoutent, c'est que le pays n'est pas bien gouverné. Le pays n'est pas bien gouverné. Le président est imputable, mais les responsabilités sont au niveau des ministres, des DG. Quelqu'un qui est DG, il pense que la mine d'or qu'il gère, c'est la mine de son père. Alors, il congédie tout le monde, il engage qui ils veulent, de façon flagrante. Comment ça se fait que je prends des avocats pour mon cas personnel, et puis ils disent, ah, c'est un problème politique. Ou en quoi c'est un problème politique que des gens armés m'empêchent d'aller au boulot parce que le DG, le PCA ont dit que je ne dois pas entrer au bureau. Ce n'est pas un problème politique.
Et moi, je n'ai jamais même dit que, bon, Madame Condé est soutenue par la première dame, etc. C'est elle qui se vante en disant ça. C'est elle qui dit qu'on ne peut pas l'enlever parce qu'elle est soutenue par des gens. Elle a nommé des gens. Et moi, j'ai juste rapporté cela. Bon, oui, mais elle a aussi marié aussi au neveu de M. Alassane Dramane Ouattara. Oui, bien sûr, oui. Et je vous le dis que moi, j'étais DGA, je voyais tous les documents. Il n'est pas employé, il était payé comme surveillant général. Bon, faut-il un salaire? La femme du PCA, qui n'était même, pour moi, qu'elle ne sait même pas, elle a testé la liste des payes comme conseillère du PCA. Bon, avec le nom de jeune fille, parce que en mettant le nom d'Osso, évidemment tout le monde verrait ça. Je ne dis pas oh, j'étais là, j'ai vu de mes yeux. Mais bon, justement, alors, docteur, il s'est donné, excusez-moi, il s'est donné un contrat de gré à gré, de Dosso à Dosso, 211 millions de francs CFA, pour faire réparer la climatisation de 2 étages de l'hôtel président. Climatisation qui n'a pas été faite, bien entendu, mais un contrat de 211 millions qui a été payé en l'espace d'une semaine. Contrat de gré à gré, Dosso à Dosso. C'est trop flagrant. Et comment voulez-vous que moi, docteur Isaac Junior, qui me suis battu depuis Oufo-Boigny jusqu'à aujourd'hui, pour que le pays se redresse, moi j'ai fait le petit et le moyen séminaire. Je suis bouddhiste aujourd'hui, j'ai une conscience d'État. Comment voulez-vous que je vois ça et que je dise à ces gens-là, c'est normal? J'ai fait le combat interne d'abord. C'est parce que le combat ne pouvait pas, ne me plaisait pas. Puis j'étais dehors, manu militari, et j'ai pas pu retrouver justice. Bon. Mais, vous savez, comme je dis, là, je suis un homme très heureux parce que je donne des cours à l'université privée et je contacte beaucoup d'étudiants. Ils viennent de plus en plus dans mes cours parce que c'est moi qui donne ce cours-là. Et comme j'enseigne à l'américaine avec des PowerPoint et tout ça, ils ne sont pas habitués à ça. C'est un engouement et puis j'ai un plaisir fou à discuter avec eux. Je suis un homme très heureux, malgré le fait que je prends, comme on dit ici, je marche, maintenant je me suis rapproché de l'université, je marche pour aller au travail, dans la chaleur, en cravate et tout ça, bon, ça me dérange pas, bon, c'est pour dire quoi tout ça? C'est pour dire que, vous savez, pour accepter de vivre dans ce pays-là, tel que moi je le fais, il faut avoir le goût de son pays, le goût du risque aussi, parce que je ne suis pas protégé, n'importe qui peut me buter n'importe où. Il faut avoir le goût du risque, et puis il faut laisser ça au destin en disant, bon, chacun a son destin. Et le combat que j'ai toujours mené, je ne peux pas le laisser tomber en disant, je retourne au Canada, comme les gens me recommandent. Sur Internet, les gens m'insultent en disant, retourne au Canada. Je dis, non, pourquoi retourner au Canada? Je ne retourne pas au Canada. On a 22 millions d'Ivoiriens, on a 22 millions d'actionnaires. Celui qui est au pouvoir, celui qui occupe un poste de ministre, un poste de DG, il est payé pour ce qu'il fait. Et on ne lui doit plus rien. Mais il n'a pas le droit de faire l'abus du pouvoir. M. Sidi Touré, pour ne pas dire son nom, chef de cabinet de la présidence, neveu du président, c'est lui qui m'empêche d'avoir le président parce que c'est à lui qu'on a confié la tâche de s'occuper de moi en termes d'insertion en Côte d'Ivoire depuis le Québec. C'est lui qui m'a envoyé les billets d'avion par l'intermédiaire de l'agence de voyage, une agence de voyage. C'est lui qui a refusé de me recevoir à la présidence. Je suis allé voir Gon Coulibaly, secrétaire général. C'est lui qui m'a dit, ok, allez trouver un ami qui peut vous héberger un jour ou deux, après on va voir le président et puis on va régler votre cas. Le Gon Coulibaly me fuit comme la peste. J'appelle, ça ne répond pas. Je vais faire demande d'audience, je vais dans l'antichambre, il ne me reçoit pas. Bon. Je peux profiter de l'occasion pour dire qu'il y a une seule personne qui m'a reçu et avec laquelle j'ai discuté. C'est M. Ibrahim Ouattara, le jeune frère du président et directeur financier. Celui qui m'a reçu avec amabilité, c'est lui qui
m'a donné l'information que je vous ai livrée, à savoir que, bon, éventuellement, je serai au gouvernement, etc., bon, à la place de telle personne, bon. Mais finalement, je n'ai pas eu de suite favorable, mais je le remercie quand même parce qu'il y a eu, c'est la seule personne qui m'a reçu. Après, bon, je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est devenu un peu plus compliqué. Bon. Alors, et en plus, vous savez, il y a des gens qui sont assez directs. Je ne vais pas citer de noms, mais parce que c'est pas opportun, ce n'est pas politique de dire, c'est pas politiquement correct même de dire ça. Mais c'est des gens au pouvoir qui m'ont dit, tu n'es pas du là. Nous on s'est battus ici, tu étais où? Je dis, mais vous n'avez pas lu les journaux? Parce que les gens se réfèrent toujours à ceux qui étaient au golf. Moi je n'étais pas au golf. Mais Jacques Roger, vous vous souvenez, on a fait des émissions pendant des heures et des heures, où je parlais aux Ivoiriens qui étaient sous le couvre-feu, pour leur donner le courage de résister, et qu'un jour, la solution va se trouver. J'ai parlé aux gens du Golfe en direct. Docteur Ayua. Pardon? Vous vous souvenez certainement des débats que vous et moi nous avons eu hors antenne. J'avais attiré votre attention sur ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Je crois que vous avez pensé que j'exagérais un tout petit peu. Je pense qu'aujourd'hui, vous allez revenir certainement à ma même conclusion. Mais puisqu'on n'a pas assez de temps, Monsieur Mathieu Boisbré, allez-y certainement pour votre troisième question rapidement. Oui, très rapidement, ouais. Non, sincèrement, Jacques, il faut dire que je crois qu'il faut être de cœur avec notre frère. Effectivement, tout cela, nous l'avions prévu. Bon, pour qui connaît la façon de gouverner du RDR aujourd'hui, évidemment, on pouvait déjà même dans l'opposition penser à tout cela. Docteur Ayua vient d'énumérer toute une panoplie de tares qu'il constate au niveau de la gestion de ce pays. C'est Dr Ayua qui, dans le temps, était donc un allié du RDR, enfin, disons un cadre, qui dit aujourd'hui que le pays n'est pas bien gouverné et il y a quelque chose de très grave qui se prépare. Dr Ayua qui précise que la politique de rattrapage est une réalité qui agace les Ivoiriens. Le tribalisme a atteint les proportions inimaginables en Côte d'Ivoire. Il souligne l'impunité, la corruption qui est devenue insolente. Les Ivoiriens n'ont jamais été aussi tribalistes à ce point que ce à quoi on assiste aujourd'hui. Alors, docteur Ayua, en même temps, vous dites, en dénonçant tout cela, tous ces mots-là sont les mots qui sont aujourd'hui dénoncés par l'opposition en Côte d'Ivoire en général. En dénonçant cela, vous dites quand même que il y a l'opposition qui vous fait la cour et qu'il y a deux voies qui vous restent. Soit vous partez dans l'opposition, ou alors si on ne vous reçoit pas, vous partez de l'autre côté. Mais est-ce que vous, tel qu'on vous connaît, vous êtes un cadre qui a le courage de ses idées, mais après avoir énuméré toutes ces tares-là, est-ce que vous êtes aujourd'hui prêt pour travailler pour ce régime-là? Bien sûr, parce que quand on est dans l'opposition, au fond, qu'est-ce qu'on dit? On dit au régime, au pouvoir, voici ce que nous pensons être bon pour le pays comme acte à poser. Mais quand on est au pouvoir, on pose les actes. Moi, j'étais longtemps dans l'opposition, j'ai critiqué assez longtemps pour dire que aujourd'hui, ma première préoccupation, c'est d'avoir l'occasion de pouvoir contribuer à gérer le pays. Vous savez, le seul poste qui m'intéresse, je vais être honnête avec vous, c'est pas un poste de ministre, c'est pas un poste de DG, c'est un poste de conseiller du président. Pourquoi? Parce que c'est là où j'ai l'occasion de tout voir, de briefer le président, comme j'ai l'habitude de le faire quand je suis au Canada, de briefer le président sur tout ce que je considère comme étant des informations qu'il doit avoir. Et quand on fait ce genre de briefing, on fait la problématique, on fait des recommandations, et quand c'est pertinent, le président Ouattara, peut-être que je le connais, en tout cas, je pense qu'il peut en tenir compte. Et moi, c'est le seul poste où je crois que je peux être vraiment utile, c'est-à-dire l'informer sur tout ce qui se passe. C'est attirer son attention sur les affaires de rattrapage, parce que peut-être que, je dis peut-être parce que je ne veux pas croire que l'homme que j'ai connu avant qu'il ne soit au pouvoir ait changé à ce point-là. Que personne ne reconnaît exactement le docteur Ouattara
tel qu'il fonctionne actuellement. Je vous dis carrément, hein, c'est une déception parce que les gens disent c'est pas possible, c'est pas lui qui est là. Alors, on ne comprend pas. Et moi, je me suis dit, bon, il est peut-être pris en otage, tout le monde dit ça, il est pris en otage par des gens, les autres. Mais on ne peut pas être pris en otage quand on est président de la République et quand on a le pouvoir. Parce que finalement, quand on veut être réélu, normalement, on doit poser des actes forts au profit de la population. Bon, mais donc, moi, travailler pour le pouvoir, j'ai dit oui, je peux le faire, je dois le faire. Je dois tenter de le faire jusqu'à ce que on me dise carrément, le président me dise, je n'ai pas besoin de toi, ou du moins, je le sente d'une façon assez directe, que, écoutez, pour de telles raisons, enfin, même qu'ils me disent pas, mais que à un moment donné, je comprenne que, bon, c'est peine perdue. Mais ce que je dis, en allant dans l'opposition, moi, c'est pas une opposition pour m'opposer, c'est une opposition pour critiquer ouvertement les choses que je tais aujourd'hui parce que je me crois d'une certaine façon proche du président. Que je tais. Mais là, je ne tairai plus. Je dirais carrément ce qui se passe, inviter la population à prendre conscience de ce qui se passe et que, bon, on a un gouvernement qui n'est pas capable de régler les problèmes et que vous tournez, trouver une alternative. Bon, j'avoue qu'au moment où on se parle en Côte d'Ivoire, c'était décevant. Je vais être honnête avec vous, il n'y a pas d'alternative sur le plan et des idées et des hommes. Parce que la plupart des gens actuellement veulent le pouvoir pour le pouvoir. C'est ça que je trouve décevant. Toute la mentalité du PDCI, du FPI et des autres partis politiques, c'est toujours la question de pouvoir. Actuellement, là, au niveau des élections locales, régionales et puis municipales, on a eu des morts ici. Les gens se tapaient à coups de machette. Il y a des gens qui ont dépensé 100 millions pour être maire et gagner combien 150 000 francs par mois. Je dis, attendez, c'est quoi le problème, c'est quoi l'enjeu? Les gens ils veulent cumuler des postes. Je ne pensais pas que c'était si important d'être maire, d'être député, d'être ministre. Ils veulent tout cumuler. Chaque poste est un poste permanent, à temps plein. Comment quelqu'un qui n'est pas capable d'assumer un seul poste veut cumuler 3 ou 4? Il y a des gens qui sont malades, je ne sais pas si de nom, qui portent des pacemakers. Ils ne sont pas capables d'assumer leur travail actuel. Ils sont ministres, ils sont députés. Ils veulent être maires, ils sont devenus maires même. Bon, alors, qu'est-ce que le président doit faire? Le président ne fait pas quand même, ils ne sont pas les seuls intellectuels dans leur région quand même. Alors, tout ça, c'est pourquoi cette course au cumul. C'est pour l'argent, c'est pour détourner. Bon, alors, moi, je suis un homme très honnête. Quand je suis avec quelqu'un, je suis avec cette personne, et puis c'est avec vraiment objectivité, avec confiance que je fais du travail à la personne. À partir du moment où la personne me déçoit et ne veut pas me travailler avec moi, mais non, je m'en vais ailleurs. C'est pas un problème. Jacques Roger connaît un peu mon parcours parce qu'on a eu beaucoup à discuter, c'est un ami personnel. Quand j'ai quitté Babo du moins quand on m'a rapatrié en 2004, les gens de Babo, un clan, il y a un pays qui voulait m'envoyer au Banco. On partait au Banco pour m'assassiner. Quand j'ai pu joindre, au moment où on m'enlevait, j'ai pu donner un petit mot à mon directeur de communication pour contacter Charles Ban, journaliste à l'intelligence, qui a envoyé un message à l'agence ivoirienne de presse. C'est comme ça que le président Gbagbo a su que j'étais enlevé. Il a donné l'ordre à la DST de me trouver et de me ramener à la DST. Alors, comme la DST était dans le coup, ils savaient où j'étais, ils sont partis me chercher. C'est comme ça que j'ai eu la vie sauve. Mais Kiefer a été arrêté dans la même période que moi. Lui, il n'a pas eu cette chance-là, il est mort aujourd'hui. Voyez-vous? Et quand on m'a rapatrié suite à l'intervention de l'ambassade du Canada, au Canada, quand j'étais rapatrié, de 2004 à 2007, je travaillais encore pour Gbagbo parce que j'ai dit, le président Gbagbo lui-même n'était pas dans le coup. J'ai eu le même raisonnement que j'ai là actuellement. J'ai dit, il n'est pas dans le coup. Jusqu'à ce que la présidence à l'époque me dise, le blocage actuel nous arrange. N'essaie pas de régler les problèmes, ça nous arrange. On veut faire les 10 ans au pouvoir. J'en avais parlé en 2004 à l'émission de Jacques Roger. J'ai dit, les élections auront lieu en 2010. J'avais dit ça 6 ans avant. Parce que je savais ce que le Gbagbo voulait préparer. Et il payait les euros. Il envoyait l'argent.
2 fois, j'étais témoin oculaire du transfert d'argent de la présidence à Soro. Une fois avec Mamadou Koulibaly, 2e fois avec Blé Goudé. Bon, mais en 2007, quand j'ai eu la confirmation que ce gouvernement ne voulait pas régler le problème, je suis parti, j'ai démissionné. Voyez-vous, c'est comme ça que moi je travaille. À Douai, actuellement, je n'ai pas de preuve comme quoi je ne veux pas me travailler avec moi. Je ne sais pas quelle magouille les gens préparent. Le jour où j'aurai tout essayé et que je saurai que, et je lui donne plus de bénéfices de doute, je claque la porte, enfin, je ne vais pas dire je claque la porte, je comprendrai qu'ils n'ont pas besoin de moi, mais moi, la population a besoin de moi. Donc, je travaille avec la population autrement. Bon, jusqu'à ce que, bon, mort s'en suive. Vous savez, actuellement, je suis dans une situation vraiment, je dirais, difficile, parce que je n'ai pas de sécurité. Je vis dans un studio, mais ça me dérange pas trop parce qu'on peut vivre humblement et puis être heureux. Je vis humblement, je mange, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais quand vous voyez que vous êtes battu, comme M. Boabré l'a dit tout à l'heure, pour un régime, j'ai traversé cette frontière, la Canada, aux États-Unis, c'est pas combien de fois en autobus. Pour faire des conférences la nuit, le jour, les gens qui à l'époque me téléphonaient pour me féliciter après chaque conférence. J'arrive ici, ce sont ces gens qui se détournent de moi parce que je suis l'homme du président. Et l'homme du président, mais en même temps le président, je n'arrive pas à le rencontrer pour des raisons que je sais, mais que bon, je n'ai pas toujours tout dévoilé. Mais les gens disent carrément que je ne suis pas RDR. Des fois, on blague en disant que si on appelait Bakayoko, Koulibaly, c'est pas quoi, je serais déjà quelqu'un, je serais nommé. Effectivement, c'est le cas. Chaque fois qu'on nomme quelqu'un en Côte d'Ivoire actuellement, c'est un nom nordiste. Et ça n'aura pas servi aux nordistes dans ce pays parce que beaucoup de gens sont gênés. Ils ne partagent pas ce point de vue-là. Parce que si 100 nordiques nommés, il y a encore des millions qui ne sont pas nommés, qui sont là. C'est eux qui demain peut-être vont souffrir du changement éventuel. C'est pour ça que je dis qu'on a fait de miner le fondement même de la démocratie en Côte d'Ivoire, avec ces nominations de façon insolente, insolemment tribaliste. Bon, donc c'est vraiment... mais vous savez, bon... Docteur, malheureusement, voilà, on doit conclure rapidement dans peut-être 5 ou 10 petites minutes. Monsieur Boabré, je sais que vous avez beaucoup de questions. Nous allons revenir dans les commentaires tout à l'heure. Je vais permettre à Monsieur Soumaoro de poser aussi une question. Et puis, voilà, et puis conclure, hein, Pasteur Nda ou bien Madame Nguyen, voilà, nous appelons. La ligne que nous avons essayé ne passe pas, donc nous sommes directement sur une ligne, voilà. Alors, c'est pas beaucoup plus important. Alors, Monsieur Soumaoro, allez-y, certainement pour votre question. Oui, merci bien, Monsieur Jacques Roger. Je voudrais saluer le docteur Awa Junior. Ma question, je pense qu'il a répondu amplement à ma question dans son dernier développement. Parce que je m'interrogeais, puisque je n'avais pas beaucoup d'informations là-dessus, sur les circonstances dans lesquelles il avait été en son temps rapatrié vers le Canada. Je pense qu'il a suffisamment développé cette question, je ne veux pas revenir là-dessus. Mais je note que docteur Awa Junior communique très bien et je l'en félicite. Je note aussi que le docteur Awa Junior est méthodique dans sa manière de mettre en évidence ses frustrations personnelles, j'insiste sur le mot personnel. Je le respecte pour cela, mais je voudrais, et sincèrement, M. Jacques Roger, sans porter atteinte à l'intégrité de votre émission, qu'on puisse dissocier parfois les principes de fonctionnement d'un État, d'une république, d'un pays, avec les quelques expériences personnelles basées parfois sur la frustration dans nos relations avec nos concitoyens, ceux qui gèrent le pays notamment, et ça va nous permettre, en tant qu'observateurs extérieurs, de voir un peu plus de visibilité et si vous voulez, d'évaluer le sens de la critique du docteur Awa Junior. Je n'ai pas pu faire cette distinction parce qu'il parle de son expérience personnelle parfois, il évoque les frustrations qu'il a eues à emmagasiner, à accumuler dans ses relations avec la DG de Sodelac Tour et ensuite avec d'autres personnes
au sein de l'administration actuelle sans les nommer, ce qui est très intéressant d'ailleurs. Mais No, I research technology for a living, but even I was surprised when I found out one of the first integrated car radios was in a Ford. Veuillez nous excuser, excusez-moi, c'est un window qui est open. Continuez, excusez-moi. Ok. Et dans l'évaluation, puisque c'est le sujet de ce soir, du bilan de l'administration actuelle, il y a un élément qui sort. Il dit, on a un gouvernement de récompense. Entre, d'une part, le président Ouattara et ses amis du RDR qu'il faut récompenser, tout le bureau politique du RDR est carrément dans le gouvernement, et de l'autre côté, le président Bédier, qui récompense ses frères Akan, Direct et autres, tout. Mais présenter les choses comme ça, et en même temps dire qu'il y a une politique de rattrapage nordique, je pense qu'il y a une petite contradiction. Je souhaite que le docteur Awa Junior clarifie un peu cela, mais je le remercie et je le félicite pour sa discipline politique méthodique. Hein. Ça ne fait à rien de se laisser séduire par ceux qui en son temps ont voulu l'assassiner et l'ont rapatrié vers le Canada, mais de rester dans sa famille politique, de faire des observations qui pourraient bien entendu déclencher des dynamiques qui vont faciliter son intégration et sa réinsertion politique. Je vous remercie, M. Lassé. Merci beaucoup, M. Soumaro. Docteur Ayua, peut-être en une petite minute, puisque nous sommes pris par le temps. Allez-y. Oui. Bon, d'abord, concernant le président Bédier, ces nominations sont d'abord des nominations de quelques ministres. Au niveau des DG, bon, il n'a pas beaucoup de pouvoir de nomination. Mais quand on parle de politique de rattrapage, ce n'est pas de nominations qui sont de la responsabilité du président de la République. Et quand le président de la République doit nommer 100 personnes et que 99 sont des gens d'origine du Nord, c'est frappant et c'est ce que je constate. Bon, donc ça, c'est pas une contradiction du fait qu'on concède quelques postes au président Bédier. C'est l'entente RDR-PDCI qui a été amenée à cette situation-là. Mais donc c'est pas une contradiction en fait. Et puis d'autre part, la situation générale, j'en ai parlé. Mais si je ne parle pas de mes expériences personnelles, bon, je pense qu'on ne peut pas voir l'ampleur jusqu'où des gens peuvent aller. Quand je dis que Manu Militari, le fusil à la tempe, on m'empêche d'aller à mon bureau, et que je saisis les autorités judiciaires et qu'ils me disent que c'est un problème politique, et que je ne veux rien faire. Mais c'est pas moi seul qui vis ça. J'ai pris cet exemple, mon exemple, mais je vis dans un milieu où il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Et c'est ça qui est déplorable. Moi, je constate que le président Ouattara a été élu, mais ce n'est pas parce qu'il a été élu et que l'opposition, disons, à l'époque a perdu, que beaucoup de gens doivent se trouver en prison parce qu'ils ont collaboré avec quelqu'un qui paye pour tout le monde. Le fait que le président Babo soit là, pour moi, il est en train de payer pour cette guerre qui a été commise pour les élections. Mais les autres qui ont été des exécutants, je ne parle pas des chefs militaires, mais les autres qui sont exécutants, ils ne voient pas la place de la prison. Ils ne voient pas ça du tout. Ils ne voient pas... s'il y a quelqu'un qui devait aller en prison, c'est Mangou, il est ambassadeur. Il a fait la guerre, il est chef d'état-major. Docteur Et les autres... Merci, Docteur Yuan. Non, voilà. Donc, si on veut faire on va entrer dans les détails, on va aller très très loin. Mais vous savez, dans la vie, en politique, il faut savoir doser les choses. Parce qu'il Docteur, merci, voilà, parce qu'on n'a pas assez de temps. Alors, rapidement, Madame Nyon, une petite minute, et puis le pasteur a une petite minute, et puis vous allez répondre, et puis le mot de fin, nous allons vous avoir peut-être une autre fois. Hein. Alors, Madame Nyon, allez-y rapidement, une petite minute. Merci bien, Jacques. Bonsoir, cher docteur Aya. Je sais qu'on a eu des débats très chauds sur les Jacques Roger défendant chacun nos positions. Aujourd'hui, je suis au regret de savoir dans une telle situation, toi qui as voulu peut-être délibérément aller aider
ton ami Ouattara a géré le pays et voilà qu'on te ballotte comme un ballon de ping-pong. Ma question, puisqu'on n'a pas assez de temps, c'est de savoir combien y a-t-il de docteurs AUA dans ton cas en Côte d'Ivoire? Et tu as souligné tout à l'heure que l'atmosphère sociale beaucoup d'Ivoiriens sont mis dedans. On vous entend difficilement, Madame Nyon. C'est tellement que vous êtes sur un speaker rapidement. Alors, Pasteur Nda, allez-y rapidement, finissez votre point aussi. Le temps de revenir vers Madame Nyon, puisqu'on a des difficultés. Allez-y, Pasteur Nda. Bon, alors, moi, c'est simple. Je pense que de toute façon, aujourd'hui, Dr Ayua devrait comprendre que, en fait, il y a eu une première expérience avec le FPI. Pour moi, je pense qu'il aurait été mieux averti. Donc, c'est avec beaucoup plus de sagesse qu'il se serait lancé en pensant que M. Alassane est toujours celui qui peut décider. Mais en fait, si M. Ayua, Dr Ayua, pense qu'il a des capacités et des compétences pour servir la Côte d'Ivoire, pourquoi veut-il à tout prix servir M. Alassane, qui se met au service de la Côte d'Ivoire? Alors, à partir de ce moment, il peut réfléchir à comment il peut mettre en place une agence d'experts, n'est-ce pas, dans ce domaine, de façon à pouvoir jouer un rôle conséquent, où il est celui qui est le patron dans son domaine, et à partir de ce moment, il prête ses services à un État qui est là. Au moins, ça va lui éviter de faire du ping-pong, d'aller à gauche et à droite. Voilà, c'est ce que je voulais dire, quoi. Oui, Pasteur, dans ce que vous dites, dans le cas des gens qui sont certainement assez honnêtes, vous savez, ils n'ont pas détourné l'argent, c'est pas tous les jours qu'ils peuvent avoir des millions pour ouvrir une entreprise. Mais vous voyez dans quel cas nous trouvons aussi au niveau donc, du Jacques Roger Chaud, ils ne sont pas allés détourner l'argent. Voilà. Donc, dans une telle situation, vous avez besoin de votre pays, pour vous mettre dans une situation où vous pouvez travailler pour aider. Je pense que c'est dans le cas du docteur Ayua, qui n'est pas milliardaire, n'est pas millionnaire. Il vit en fonction, un homme honnête qui vit en fonction certainement de ses revenus. Donc pour ce genre de personnes, certainement, pour les avoir en Afrique, c'est un peu difficile. Ou vous êtes dedans, ou vous n'êtes pas dedans. Voilà. Et je suis d'accord, Jacques. Je pense que l'heure est venue où, avec ce que nous venons de voir, je pense que l'heure est venue où nous devons faire en sorte que la politique ne puisse plus nourrir son homme et que maintenant on change la donne. Qu'est-ce que Dr Ayua pense par rapport à cela, au lieu de vouloir encore retourner donner ses services à des présidents d'institutions? Et ça pose problème. Donc, je pense que l'heure est venue. C'est un appel à une certaine jeunesse, à une certaine compétence, pour que désormais, justement, on puisse affaiblir le pouvoir exécutif et redonner beaucoup plus de force aux institutions expertes privées que pourrait jouer, par exemple, le docteur Ayua. Il ne pense pas à cela, mais il est toujours décidé à vouloir travailler avec Alassane, ou bien Babo, ou bien Tan. Ça pose problème. Moi, je crois, Jacques, que l'heure est venue où il faut essayer de voir le docteur Ayua comme un fer de lance qui peut peut-être relancer une autre façon de travailler pour la communauté ivoirienne. Voilà, merci. Jacques, je peux rapidement poser ma question s'il n'a pas compris. Voilà, sans les commentaires, allez-y directement à la contribution. Nous allons conclure dans 2 minutes. Allez-y. Ma question était de savoir combien y a-t-il de docteurs Ayua en Côte d'Ivoire, dans son cas en Côte d'Ivoire, et il a parlé d'un mécontentement généralisé et il dit que quelque chose pourrait se passer, ça nous inquiète, qui nous explique cela. Voilà mes 2 questions pour lui. Alors, docteur Ayua, vous avez au moins les deux questions de Mme Nyon et puis la préoccupation du pasteur Nda. Allez-y rapidement, si vous pouvez répondre à tout ça dans 2 minutes, ça sera super. Allez-y. Alors, docteur Ayua? Alors, je pense que nous l'avons malheureusement perdu. Alors, est-ce que le docteur Ayua nous entend? Bon, dans ces conditions, voilà, nous allons permettre au pasteur d'aller donc d'avoir le développement.